partager l'écran. Tac. Alors, est-ce que vous voyez bien mon diapo en plein écran? Oui. Super. Bon, du coup, moi, je ne vous vois plus. Donc, si jamais, n'hésitez pas à m'arrêter si besoin. Et puis, si je ne me trompe pas, il y aura un temps question à la fin. Donc, voilà. Donc, du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Léa Martin de Interbio Nouvelle-Aquitaine. Donc, Interbio, c'est une asso régionale qui promeut l'agriculture biologique. Et on a une nouvelle mission sur la santé-environnement. Donc, l'idée, c'est de diffuser les connaissances, diffuser ce qui se dit dans les études scientifiques sur les liens entre agriculture bio, santé et environnement. Et du coup, aussi petite précision, moi j'ai un parcours de diététicienne, je suis diététicienne de formation, donc aussi professionnelle de santé. Donc du coup, je vous propose qu'on commence par donner un petit peu de contexte et quelques définitions, puis après on verra les impacts environnementaux et sanitaires. Donc tout ce qui concerne l'amont agricole, donc c'est-à-dire les produits phyto, donc les pesticides, les engrais, les antibiotiques, et puis tout ce qui est aval agroalimentaire, ce qu'on va rajouter après, donc ça va être plutôt les additifs alimentaires. On parlera aussi un petit peu des intérêts nutritionnels des produits bio et voir si le manger bio a un impact sur la santé. Et puis, comment, en tant que sage-femme, en tant que professionnel de santé, on peut se placer par rapport à tout ça. Du coup, pour le contexte déjà du système alimentaire en France, on a beaucoup de dépenses liées pour réparer en fait les impacts négatifs liés à ce système alimentaire. Donc, par exemple, sur la partie santé et environnement, sur un an, on va être à 16 milliards d'euros de dépenses publiques. Et du coup, vous en avez sans doute entendu parler aussi du concept One Health ou une seule santé. Donc, c'est l'idée que la santé de l'humain est très liée à la santé de l'environnement et des animaux. Et du coup, on va voir aujourd'hui où se place l'agriculture bio par rapport à ce concept. Donc, qu'est-ce que le bio concrètement? Donc, on en entend beaucoup parler. Le cahier des charges est plus ou moins connu. Du coup, déjà en termes de label, le label obligatoire sur un produit bio aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'Eurofeuille. Donc, c'est celui-ci. Et on voit aussi encore beaucoup le label AB, donc situé à gauche, puisque c'est un label qui est assez reconnu. C'est l'ancien label, en fait. Donc, l'Eurofeuille est obligatoire dans toute l'Union européenne et AB, c'est vraiment celui qui est français. Et donc, du coup, par rapport au cahier des charges en bio, donc est-ce que le bio, c'est une agriculture où on ne va pas utiliser de pesticides de synthèse, ni d'engrais de synthèse, en fait, de manière générale. Côté élevage, les animaux ont un accès obligatoire à l'extérieur. Et on n'a pas d'OGM non plus, pas de pesticides. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver en bio. Et à droite aussi, donc sur la production agricole en bio, ici, on va retrouver beaucoup moins de produits phyto autorisés comparé à l'Europe de manière générale, mais aussi même par rapport à la France. Donc ici en conventionnel, ici en bio. Il a été mesuré plusieurs paramètres autour de plusieurs labels, donc notamment des paramètres environnementaux comme la biodiversité, les ressources en eau, etc. Puis aussi des caractéristiques plus santé, donc comme la santé humaine. Donc vous voyez ici dans ce graphique, plus le point est foncé, plus il va y avoir un impact positif. Ici, sur d'autres labels dont vous avez peut-être entendu parler, ici, on a le label HVE, haute valeur environnementale, et le label zéro résidu de pesticides. Donc, on voit ici sur ces graphiques, en fait, ils ont moins d'impact positif sur ces aspects environnementaux et socio-économiques de manière générale, en lien avec leur cahier des charges qui implique moins d'impératifs par rapport au cahier des charges bio.
Et donc, à partir d'un moment, tout ce que je vais vous présenter est sourcé. Vous retrouverez les petites sources sur chaque diapo, et notamment des données issues de l'ITAB, donc c'est l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologique. En fait, ils ont fait des synthèses sur plusieurs thématiques en lien avec la bio, dont par exemple une sur la biodiversité et notamment une sur la santé. Donc voilà, il y a pas mal d'études qui sont que j'ai reprises de ces synthèses-là, et puis donc évidemment des données de l'INSERM ou encore de Santé publique France. Donc pour les impacts environnementaux, je vais passer assez vite pour qu'on ait du temps pour parler des impacts sanitaires. Donc sur l'environnement, l'agriculture bio, de manière assez logique, on va retrouver moins de pesticides qu'en conventionnel, donc quasiment 2 fois moins, jusqu'à moins 90%. Et de manière générale, on a une amélioration de la vie du sol. Sur l'air, on en parle un petit peu moins comme aspect environnemental, mais actuellement, il n'y a aucune réglementation sur les pesticides dans l'air. Donc, il y a par exemple l'ATMO Nouvelle-Aquitaine qui a fait des relevés de pesticides dans l'air, donc en Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez voir ici sur différents points. Donc, en fait, ça, c'est le cumul des concentrations par semaine en pesticides. Et ce qui ressort de ces données-là, c'est que ce sont plutôt les herbicides, donc que vous voyez apparaître en vert ici à chaque fois, qui sont les plus présents dans l'air. Et du coup, pour rappel, les herbicides sont interdits en bio. Et puis aussi, donc voilà, pour chaque graphique, on a une année qui est représentée, donc l'année de prélèvement. Et donc voilà, ça va être très variable en fonction des moments de l'année. Donc, par exemple, ici à Montroy, donc en Charente-Maritime, on va avoir une importante teneur en pesticides en fin d'année, donc en lien avec l'utilisation d'herbicides à ce moment-là. Et puis, par exemple, à Saint-Saturnin ou même aussi à Bordeaux, ça va être aussi très en lien avec les fongicides qu'on va utiliser plutôt dans les vignes. Donc, ça va aussi dépendre des cultures qu'on retrouve à chacun de ces points de prélèvement. Et puis, donc, les 3 pesticides les plus retrouvés, bon, je vous épargne les noms, mais voilà, sont interdits en bio. On a deux herbicides, le prosulfocarbe et le pendimétaline, et le folpel, c'est un fongicide. Sur la biodiversité, de par les pratiques agricoles en bio, on va retrouver plus de diversité d'individus, donc plus 34%, et plus d'individus différents, donc plus 50%. Et puis aussi en lien avec l'eau, donc l'agriculture bio réduit la lixiviation des nutriments. Donc ce mot un peu compliqué, c'est pour dire qu'en gros les nutriments et les polluants qu'on va utiliser à la surface ne vont pas être traverser la terre et vont moins se retrouver dans des eaux souterraines. Voilà. Et donc, par rapport à l'eau, donc ici à droite, vous pouvez retrouver les pressions-pollutions, donc notamment en lien avec les nitrates et les pesticides. Donc, les nitrates, ça va être plutôt en lien avec les engrais, c'est les plantes, et les pesticides, c'est plutôt pour tuer des organismes vivants, donc herbicides, fongicides, etc. Donc, vous pourrez peut-être vous resituer par rapport à votre lieu d'exercice. Donc, les enjeux sont un petit peu différents, même à l'échelle d'une même région. Donc, par exemple, pour en rose, là, vous allez retrouver tout ce qui est en lien avec les pollutions dues aux pesticides dans les eaux souterraines. Et après, tout ce qui est avec les traits, ça va être plutôt les cours d'eau, donc les eaux de surface. Donc, si le trait est rose, ce sera plutôt en lien avec les pesticides. Donc, on voit qu'il y a vraiment des enjeux par rapport à ces pollutions pesticides et nitrates dans l'eau, qui entraînent des fois des fermetures d'aires d'alimentation, de captage de l'eau. Et donc, encore une fois, de la même manière que dans l'air, là, les substances qu'on retrouve le plus sont les herbicides. Et puis aussi, du coup, toute cette pollution entraîne du coup des coûts de potabilisation. On en parlait un petit peu de ces notions de coûts en introduction.
Mais du coup, 12 à 23% du prix de notre eau potable est lié à cette potabilisation. Et puis, petit point climat, l'agriculture bio, on a moins d'émissions de gaz à effet de serre par unité de surface et on a plus de carbone qui est stocké dans les sols, donc qui est un point très positif par rapport à notre enjeu climatique actuel. Voilà pour la partie environnement et donc du coup pour la partie santé, quels sont les liens entre santé et agriculture bio? Donc il y a l'INSERM qui a publié une mise à jour de ces données en 2021. Et pour la santé des professionnels agricoles, là on est vraiment sur la cible agriculteur, il y a des liens de présomption forte entre l'exposition aux pesticides et 6 pathologies différentes. Donc le lien de présomption forte, c'est le lien le plus fort qu'il puisse avoir en termes de données. Voilà, ça c'est leur langage scientifique, c'est le maximum qui puisse exister. Donc, on retrouve des cancers en association. Donc, ça, c'est le lymphome non hodgkinien, myélome multiple, cancer de la prostate. Donc, ça, ce sont des cancers. On a aussi la maladie de Parkinson. Et ces 4 pathologies-là, c'est des maladies qui sont reconnues comme maladies professionnelles, agricoles. Donc, voilà, c'est vraiment reconnu par la médecine du travail. Et ensuite, donc, toujours l'INSERM, elle fait aussi des liens entre exposition aux pesticides et troubles cognitifs et santé respiratoire. Donc, ces 6 pathologies-là, c'était les présomptions fortes. Et après, il y a plein d'autres présomptions moyennes qui existent, donc, voilà, qui sont trouvées par l'INSERM, dont l'Alzheimer, par exemple. Sur la partie riverains, donc les riverains de parcelles agricoles, donc là, de manière assez logique, l'exposition est plus importante, l'exposition aux pesticides. Vous avez peut-être entendu parler de l'étude Pestiriv qui est sortie récemment, donc avec une exposition plus élevée aux pesticides, notamment chez les jeunes. Et puis, donc en termes d'incidence avec des pathologies, là, les données sont moins fortes que les professionnels agricoles, mais on retrouve par exemple des associations entre densité viticole et certains types de leucémie. Et à droite, je vous ai mis une carte qui a été réalisée par Le Monde, il me semble. Donc, c'est la pression pesticides autour des écoles primaires, donc qui a été calculée avec les indices de fréquence de traitement, c'est-à-dire la quantité de pesticides utilisés à 1000 mètres à la ronde pour chaque école. Donc, on voit qu'il y a vraiment des zones qui sont plus touchées que d'autres. Donc là, on a du professionnel agricole, les riverains, et puis il y a d'autres populations à risque qui sont les femmes enceintes et les enfants. Donc là, on a plusieurs études différentes sur cette population-là. Mais sur l'exposition aux pesticides chez ces femmes enceintes ou les enfants, on a en association certains types de cancers, dont des leucémies et des tumeurs cérébrales. Aussi une pathologie de la grossesse, donc la prééclampsie. Donc ça, c'est quand la mère a été exposée pendant sa grossesse. Des malformations congénitales comme les hypospadias par exemple. Et puis d'autres études donc, en lien avec l'autisme ou les allergies. Donc là, les allergies, c'est en lien avec la consommation d'alimentation conventionnelle et pas directement l'exposition aux pesticides, contrairement aux autres études citées dans cette diapositive. Donc pour focus un petit peu plus sur l'infertilité, donc je pense que je vous apprends rien en disant que l'infertilité, c'est un problème majeur de santé publique. Donc on a 10% des couples qui restent infertiles après 2 ans et on a jusqu'à un quart des cas qui sont aujourd'hui inexpliqués. Avec à côté de ça un grand recours aux AMP. Et puis, du coup, en parallèle aussi, une baisse assez inquiétante de la concentration spermatique. Donc, autant la fertilité masculine que féminine sont en baisse. Donc, cette infertilité, elle a des causes multifactorielles, dont les facteurs environnementaux. Donc, ces facteurs environnementaux, ils peuvent être variables, ça peut être des agents chimiques, biologiques, physiques, etc.
Donc, en Europe, on a une réglementation, donc le CLP, donc c'est la classification, les étiquetages et emballages de substances ou mélanges. Donc voilà, ça c'est réglementé. On y retrouve des pictogrammes, des catégories qui sont en lien direct donc avec la reprotoxicité. Et donc, les pesticides, dans tout ça, ce sont des substances chimiques qui sont avérées être des perturbateurs endocriniens, donc qui perturbent le système endocrinien, donc qui agissent voilà, directement sur l'individu ou aussi ça peut être sur la descendance. Donc, si la mère est touchée, ça peut voilà, affecter l'enfant. Jusqu'à même plusieurs générations dans certains cas. Et puis, donc, la période critique d'exposition aux pesticides, elle est pendant les 3 premiers mois de la grossesse et même avant. Donc voilà, important cette période-là, donc qui correspond, enfin, dont on retrouve une partie en commun avec les 1000 premiers jours, mais même du coup avant la conception. Et donc, pour la santé, quels sont les risques en lien avec ces perturbateurs endocriniens? Donc, ça va toucher la fonction thyroïdienne et le cycle menstruel. On a aussi des liens avec les cancers du sein et des avortements spontanés. Et là, en dehors de la fertilité, on a une famille de pesticides qu'on appelle les pesticides organophosphorés, qui ont des liens sur le développement neurologique, entre autres. Et puis, le cas du chlordécone, donc c'est un insecticide qui a été interdit en 1993, qui a été beaucoup utilisé aux Antilles. Donc là, les études montrent qu'il y a un lien de présomption forte entre l'exposition à ce pesticide et des cancers de la prostate. Et puis l'INSERM a sorti tout récemment une nouvelle étude en 2025 en disant que l'exposition au chlordécone rallonge le délai pour concevoir un enfant. Donc ça, c'est des études qui ont été réalisées une étude qui a été réalisée entre 2004 et 2007, donc bien après l'interdiction du pesticide. Donc les femmes les plus exposées à ce pesticide ont mis plus de temps à tomber enceinte et leur chance d'y parvenir au cours d'un cycle menstruel était réduite d'environ un quart. Et puis à chaque fois, donc que ce soit le cas du chlordécone ou tout autre pesticide, voire même toute autre substance de manière générale, il y a vraiment un décalage entre le temps que les gens soient pollués, contaminés, et le fait qu'on arrive à le prouver scientifiquement. Donc voilà, plus on réduit au maximum même des substances suspectées d'être nocives, plus on se sécurise, entre guillemets, plus on réduit les risques pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. Donc, retour à nos pesticides dans l'alimentation. Donc, l'OMS affirme que l'alimentation, c'est la première source de contamination en pesticides pour la population en général. Pas forcément pour les professionnels agricoles, mais voilà, pour la population en général. Et on va retrouver jusqu'à 100 fois moins de pesticides dans les fruits et légumes bio par rapport au conventionnel. Et après, on a des études qui montrent quels sont, par exemple, les fruits et légumes les plus touchés. Et donc, cela, ce sera plus intéressant de les consommer en bio. J'y reviendrai à la fin. Mais du coup, par exemple, sur 80% de fruits testés, on va retrouver 80% voilà, d'échantillons qui présentent au moins un résidu de pesticides. Ensuite, le cadmium, vous en avez peut-être entendu parler. Donc, le cadmium, c'est un métal lourd cancérigène qu'on retrouve dans les engrais phosphatés. Et donc, il a été avéré cancérogène pour l'homme. Et il est notamment associé au cancer du pancréas, qui est en grande augmentation depuis quelques années. Et puis, c'est un vrai sujet pour les plus jeunes, parce que, par exemple, 14% des enfants ados jusqu'à 17 ans dépassent la dose journalière admissible, et c'est plus d'un tiers des moins de 3 ans qui la dépassent.
Et donc, ce métal lourd, on le retrouve dans les céréales qu'on mange, les céréales de manière générale, donc blé, etc. Et on les retrouve d'autant plus dans les céréales du petit déjeuner et d'autres produits de panification, donc le pain, etc., ou les pommes de terre. Et on en retrouve aussi dans le tabac, mais qui, du coup, pour le coup, n'est pas en lien avec nos plus jeunes. Et du coup, en agriculture bio, donc pour rappel, les engrais de synthèse sont interdits et on retrouve quasiment moins 50% de cadmium dans les aliments bio. Donc en fait, là, on réduit le risque. En fait, très souvent, l'agriculture bio va réduire les risques, sans les éliminer, mais on a tout un sujet aussi autour de l'antibiorésistance. Donc, l'antibiorésistance, c'est la capacité d'une bactérie à résister à l'action des antibiotiques. Et l'OMS nous dit que si on consomme une viande issue d'animaux d'élevage qui ont eu une grande consommation d'antibiotiques, nous, en tant qu'humains qui mangeons ces animaux, ça va contribuer à notre antibiorésistance. En plus de l'antibiorésistance qu'on peut avoir, qu'on peut avoir en lien avec les antibiotiques qu'on prend directement. Et du coup, le parallèle au bio, donc là, c'est que les traitements préventifs sont interdits. Donc les antibiotiques sont autorisés, mais tous ceux qui sont en préventif sont interdits. Et donc après, sur plusieurs types d'élevage, on va voir que dans la théorie, logiquement, on en a moins qui est utilisé. Donc par exemple, ici, chez les bovins ou chez les poulets. Donc tout ça, c'était ce qui était amont agricole et donc maintenant plutôt côté agroalimentaire, aval agroalimentaire, on va retrouver tout ce qui est additif. Donc là, le cahier des charges bio autorise environ 6 fois moins d'additifs qu'en conventionnel, en choisissant uniquement des additifs naturels et donc en évitant ceux de synthèse. Et donc, pas de colorant synthétique, voilà, pas d'arômes chimiques. Et donc, selon une étude, donc parmi les 50 additifs les plus consommés, il y en a 14 qui pourraient représenter des risques pour la santé. Et sur ces 14, il y en a 6 qui sont autorisés en bio. Donc, encore une fois, l'agriculture bio réduit les risques liés à ces additifs. Après, il y a toute une inconnue autour de l'effet cocktail des additifs. On ne sait pas ce que ça donne de prendre plusieurs additifs en même temps, sachant que du coup, dans la vie courante, on est toujours confronté à plusieurs additifs en même temps. Et donc, quelques exemples d'additifs avec des risques pour la santé. Donc, il y a des colorants qui sont associés à des troubles du comportement. Donc, des colorants, on va les retrouver pas mal dans les produits qui sont destinés aux enfants, mais pas que. Il y a du coup certains émulsifiants voilà, qui sont associés à des risques de cancer ou alors aussi des antioxydants ou des conservateurs qui sont suspectés d'être perturbateurs endocriniens. Concernant les valeurs nutritionnelles, en bio, on va observer des petites différences. Donc ce tableau, il se lit en ligne. Donc, par exemple, si on commence par la dernière ligne, tout ce qui est acides gras insaturés. Donc, en fait, chaque carré représente une étude différente. Et donc là, toutes les études sont en verte, donc montrent que on retrouve plus d'acides gras insaturés dans les produits bio, donc notamment des oméga 3. Donc ça, c'est tout ce qui est produits animaux comme les produits laitiers ou la viande. Donc ça va être vraiment directement en lien avec l'alimentation des animaux, donc qui ont plus accès à l'extérieur et qui pâturent plus. On a aussi plus d'antioxydants en bio. Donc ça, plutôt dans les produits végétaux, fruits, légumes et céréales. Et après, pour les autres éléments, c'est moins tranché. Donc là, pour les vitamines, il y a des études qui montrent qu'il y en a plus en bio, d'autres études qui montrent qu'il n'y a pas de différence. Pareil pour les minéraux. Et pour les protéines, soit il n'y a aucune différence, soit une étude sur les céréales a montré qu'il pouvait y avoir un peu plus de protéines en bio, sans doute en lien avec les engrais. Mais voilà, c'est pas tranché. Donc à retenir de ça, plus d'oméga 3 et plus d'antioxydants en bio.
Après, cette différence de nutriments, de teneur en nutriments, on ne sait pas si ça a un impact direct sur la santé. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les antioxydants ou les oméga 3 ont un impact positif sur la santé. Et puis, pour rappel, du coup, dans le PNNS, donc le Plan national nutrition santé actuel, on a une recommandation autour de la bio, donc qui dit de privilégier le bio si on le peut. Et puis enfin, les liens entre pathologie et le fait de manger bio. Donc ça, c'est issu notamment des études en lien avec la cohorte de BioNutriNet, dont vous connaissez peut-être le nom. Et donc, qu'est-ce que disent ces études? Il y a des travaux à côté, j'espère que vous les entendez pas trop. Mais donc, du coup, ces études montrent qu'il y a que les grands consommateurs de bio sont moins confrontés aux résidus de pesticides. Et après, on a plusieurs pathologies qui montrent une assez grosse réduction du risque de certaines pathologies, comme le surpoids et l'obésité, donc moins 42%. Donc ça, c'est chez les grands consommateurs de bio versus ceux qui en consomment très peu. Donc même chose pour le syndrome métabolique ou le cancer du sein chez les femmes ménopausées. Et puis un encore plus gros pourcentage pour le lymphome non-Hodgkinien. Sachant que ces études-là, elles prennent en compte de manière statistique les biais qui sont liés au fait que les grands consommateurs de bio mangent plus équilibrés, sont plutôt des femmes, etc. Donc tous ces biais-là, ils ont été pris en compte statistiquement et c'est après avoir enlevé ces biais qu'on obtient ces pourcentages-là. Donc comment agir concrètement? Qu'est-ce qu'on peut recommander aux patientes? Donc, comme le dit le PNNS actuel, qui normalement devrait bientôt être mis à jour, mais en tout cas, voilà, c'est de consommer bio si on le peut et de favoriser plutôt en bio ce qui est très traité. Donc ici, je vous ai remis une petite dizaine de fruits et légumes. Donc, dans ce qui est le plus traité, ça va être les cerises, le melon, le citron vert, les endives, le fenouil, les fraises, les mandarines et clémentines, les raisins, la salade et les poivrons. Donc voilà, si c'est possible de consommer ces produits particulièrement en bio, s'il faut faire des choix, c'est plutôt cela qu'on va privilégier. Et après, concernant les céréales complètes, donc les pâtes complètes, le riz complet, en fait, céréales complètes, c'est une céréale dont on va garder l'enveloppe. Et donc, cette enveloppe, si elle a été traitée, voilà, conserve en fait tous les pesticides. Donc, ce sera intéressant, d'autant plus si on mange des céréales complètes, à les consommer en bio. Donc, si c'est pas possible de manger bio ou de tout manger bio, ça va être important de rincer les fruits et légumes dans la mesure du possible et de les éplucher, pareil dans la mesure du possible. Et puis, donc, à côté de ça, de manger local et de saison pour soutenir l'économie locale, mais aussi voilà, en lien avec les gaz à effet de serre, le climat. Voilà, c'est toujours plus intéressant de manger ce qui est local. Et puis, donc, tous ces conseils-là, ça ajoute en fait à l'équilibre alimentaire de base. Donc, je vous ai remis ici les recommandations du PNNS, donc pour la population générale, pour le grand public. Et puis, donc, évidemment, toutes les spécificités femmes enceintes et allaitantes s'ajoutent aussi à ça. Et du coup, l'important, c'est d'y aller aussi pas à pas en fonction de vos patientes et pas passer du tout au tout. Donc voilà, c'est plus simple d'y aller pas à pas. J'en ai pas parlé jusque-là parce que ça n'a pas de lien direct avec la bio, mais ça rentre évidemment dans cet aspect de santé environnementale en lien avec l'alimentation. Ça va être toute la question des emballages alimentaires et des ustensiles. Donc, pour avoir eu quelques échanges avec des professionnels de santé, les sages-femmes, c'est celles qui ressortent les plus au fait de ces notions de santé environnementale. Donc, je passe assez vite. Mais voilà, de manière générale, ça va être d'éviter tout ce qui est plastique, boîte de conserve et favoriser le verre et l'inox.
Et sachant que donc, ça on connaît peut-être un petit peu moins, ce qui va favoriser la migration par exemple des microplastiques, ça va être la température. Donc, si on a un tupperware, on ne peut pas éviter, admettons, le tupperware en plastique. Ça va être vraiment important si on le réchauffe de transvaser dans une assiette. Ou pareil, tout ce qui est gras ou acide, donc la sauce tomate par exemple, ça va être vraiment à éviter d'autant plus dans le plastique. Et donc là, on a parlé aujourd'hui du bio, un peu des emballages, etc. Mais l'important, c'est de garder aussi une vision globale de tous ces polluants. Donc voilà, que ce soit dans la cosmétique, ameublement, etc. Euh, voilà. Et à garder en tête, du coup, c'est que la maladie, c'est un événement vraiment qui est plurifactoriel. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas changer comme des facteurs génétiques ou l'âge. Mais voilà, toute cette exposition aux polluants, on peut la réduire. Et chaque polluant en moins, c'est vraiment un polluant en moins, c'est une chance en plus pour la santé. Voilà. Et donc sinon, ça, je pourrais vous l'envoyer aussi, chaque document, mais l'important aussi, c'est de continuer à s'informer et de se former aussi. Donc, il existe tout un tas de documentation sur cette santé environnementale ou sur les perturbateurs endocriniens. Donc, il y en a par exemple de l'ARS ou de WECF. Pour rester informé, il y a aussi le portail Acteurs Action Santé Environnement en Nouvelle-Aquitaine, donc qui relaye des actions qui sont réalisées en Nouvelle-Aquitaine sur ces sujets-là. Il y a aussi l'association Santé Environnement France qui a tout un tas de petits guides très accessibles, donc vraiment grand public sur plusieurs thématiques. Donc ça peut être l'alimentation, il y en a aussi sur le bébé ou la femme enceinte. Puis après, il y a l'IFSEN, peut-être que vous connaissez déjà, donc il y a un institut de formation euh, donc qui sensibilise en fait, qui forme sur toutes ces notions de santé environnementale de manière très large. Voilà, et ici je vous ai remis aussi une des plateformes Prévenir, donc qui s'appelle Artemis, qui est basée à Bordeaux. Donc il y a aussi des CHU qui ont des actions vraiment sur cette santé environnementale pour repérer les polluants de manière individuelle, donc par couple, et donc vraiment prendre en charge cette fertilité, enfin voilà, mieux la comprendre et en tout cas augmenter les chances de fertilité. Et après, peut-être que vous en avez entendu parler aussi, c'est le dispositif ordonnance verte. Donc en fait, à droite, vous allez retrouver tous les points qui existent en France. En Nouvelle-Aquitaine, surtout dans le sud, il y a un petit trou. Mais donc les ordonnances vertes, qu'est-ce que c'est? C'est de la distribution hebdomadaire de paniers de produits bio et locaux, donc avec des fruits et légumes surtout, enfin, c'est disponible pour toutes les familles qui attendent un enfant. Euh, et donc, l'idée, c'est vraiment de réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens à travers l'alimentation et sensibiliser au passage à une alimentation équilibrée. Et puis, donc, cette distribution hebdomadaire, elle est toujours associée à 2 ateliers de sensibilisation. Un sur les perturbateurs endocriniens de manière générale et un autre vraiment qui est un atelier cuisine. Et donc, du coup, quel est le lien avec les professionnels de santé? Donc, en fait, à chaque fois, il y a une attestation qui est faite par une attestation de grossesse, en fait, qui est faite, qui est prescrite par une sage-femme ou un médecin qui donne, en fait, accès à ce dispositif-là. Donc, ce dispositif mérite d'être mis en place de plus en plus sur tout le territoire. Sachant que voilà, en Nouvelle-Aquitaine, il y a pas mal d'initiatives en Charente et dans les Mais sur les autres départements, c'est encore assez limité.
C'était fait Donc, à leur initiative, non, ce panier? Parce que je vois que toute l'ancienne Aquitaine, il y a zéro truc. Alors que c'est vrai qu'au-dessus, Poitou-Charentes, c'est. j'ai pas bien entendu le début. Il y avait une Je, question. je disais que c'est sûrement à l'initiative de l'ex-région Poitou-Charentes, au vu de la répartition géographique. C'est plutôt à l'échelle départementale, voire agglomération, euh, pas forcément par ancienne région. En tout cas, de comment ça s'est créé. Mais effectivement, pour le coup, c'est plutôt les départements, pour l'instant, de Poitou-Charentes, qui sont mobilisés là-dessus. Après, il y a des initiatives, enfin, il y a vous voyez sur la carte, il y a plusieurs couleurs de points, donc de mémoire en vert, donc c'est ce qui est déjà mis en place, c'est en cours. Et après, marron et jaune, c'est en discussion, donc c'est des stades d'avancement du projet, mais c'est pas encore mis en place. Et du coup, sachant que donc, cette initiative, elle est née à Strasbourg, et que ce soit à Strasbourg ou les initiatives en Nouvelle-Aquitaine, ça a souvent été initié par des professionnels de santé qui vont sensibiliser leurs élus. Donc voilà. Et il y a de plus en plus d'initiatives qui existent. Donc ça porte ses fruits, ça marche, quoi. Donc il y a des modalités qui sont un tout petit peu différentes par localisation de ce projet-là, de ce dispositif. Donc, par exemple, à Grand-Angoulême, c'est des paniers qui sont pris 100% en charge par la collectivité, donc auprès de 150 femmes, 150 paniers par semaine. Et après, selon les endroits, on prend en compte ou non le quotient familial, qui fait qu'on a soit accès à des paniers supplémentaires, soit on va payer un petit peu pour les personnes, les familles les plus aisées. On va demander une petite participation financière, mais qui reste toujours bien inférieure à la vraie valeur du panier. Donc, il y a les deux ateliers dont je vous parlais. Euh, donc voilà, la composition peut être aussi un petit peu différente d'un endroit à l'autre. Et puis ça, c'est donc c'est une fresque, vous connaissez peut-être la fresque du climat qui a beaucoup tourné, mais voilà, l'idée de la fresque, c'est de travailler par petits groupes sur les liens entre toutes ces thématiques. Donc nous, à Interview, on en a créé une sur les liens entre agriculture bio, santé et environnement, qui prend plus ou moins en compte ce qu'on a vu aujourd'hui. Et c'est une fresque qu'on propose notamment aux projets alimentaires territoriaux ou aux élus, ou alors à des associations. Donc voilà, si jamais vous avez des contacts qui pourraient être intéressés, euh, avec plaisir, sachant que donc du coup, toutes ces interventions jusqu'en fin 2026 sont prises en charge par un financement de la région. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Léa, c'était super. Moi, j'étais déjà acheté à cette cause-là. Alors, j'avais juste deux, trois petites questions. Ouais. Dans le diapo, on voit que sur la carte que tu avais fait, quoi que tu as récupéré des pesticides autour des écoles, il y a une densité énorme, en gros, sur le nord de Bordeaux jusqu'à la Charente. Ouais. Euh, Pourquoi? Bah, on connaît les gens du Blayais, on les aime bien, mais Ouais, il y a est-ce que. une sorte, il y a un fort lien avec le fait que donc ce soit des régions viticoles. Et donc, qui dit région viticole, notamment quand c'est en conventionnel, il y a beaucoup de fongicides donc, qui sont utilisés. Donc, un type D'accord. de pesticides. Donc oui, oui, c'est un vrai sujet dans notre région et dans ce département de la Gironde. En Charente-Maritime aussi, c'est un vrai sujet. Ouais, parce que Donc, c'est voilà. vrai que c'est notable. Sur la France entière, on a l'impression que le pic, il est là, quoi. Ouais.
Oui, souvent, dans les cartes qui ressortent, il y a une autre carte de Adonis qui est du coup vraiment basée sur les IFT, donc c'est plus ou moins les indices de fréquence de traitement, donc c'est plus ou moins la même que celle des écoles. Ce qui ressort, c'est vraiment un point très foncé sur tout ce qui est Bordeaux-Charentes, enfin Ouais. Gironde-Charente, et aussi dans le nord de la France, ça ressort un peu. On le savait. Mais c'est ça. Mais du coup, voilà, il y a un vrai sujet en Nouvelle-Aquitaine sur tous ces enjeux-là. Et deux autres petites questions pour le cadmium. J'étais super étonné qu'il y ait quand même 14% des enfants qui sont exposés, pas des moins de 17 ans. Ouais. Euh, Ça, c'est des c'est, chiffres de Santé publique France. ouais. Toi, t'expliques ça comment? Je saurais pas dire. Je sais pas. Je suis pas sûre que Santé publique France l'explique non plus. Euh, Est-ce que c'est par rapport au rapport quantité poids de l'individu? Je saurais pas dire. Honnêtement, c'est une supposition. Ok. Ou alors en lien avec les produits consommés. Ouais, moi, je pensais au régime alimentaire, tu vois, s'ils mangent Ouais. que des, Oui, que bah, des beaucoup de aliments, tu vois, ils mangent des céréales. patates. Et Ouais. évidemment, les patates, c'était quand même assez riche en Et puis cadmium. c'est vraiment céréales du petit déjeuner qui ressort très Ouais. souvent. Et donc ça, classiquement, c'est un produit très consommé par Ouais. les enfants. Donc en plus du côté sucre, etc., voilà, c'est pas un produit Pas hyper terrible. recommandable nutritionnellement. Et dernière petite question sur les antibiotiques. T'as pas trop parlé des poissons, notamment du saumon. Tu sais, sur les. Ouais, Voilà. les Euh, métaux lourds. ouais. Métaux lourds, non, c'était vraiment sur les antibiotiques, sur ta fiche Ah, antibio. antibio? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Est-ce que réellement, parce que bon, de mon petit avis de non spécialiste, on a quand même souvent le discours que le poisson, bah, surtout le saumon, faut pas en consommer, c'est très riche en antibiotiques. Euh, voilà, comme tu avais une fiche exprès sur les antibiotiques, je me dis Ouais. peut-être que ça, tu étais un peu plus. Alors, sur saumon et antibiotiques, je ne saurais pas dire, mais je sais qu'en tout cas, par rapport aux métaux lourds, il y a une histoire d'accumulation. En fait, plus on mange un gros poisson, comme le saumon, plus en fait on va hériter, enfin le saumon a hérité des polluants de tout ce qu'il a mangé. Donc le gros poisson mange des petits poissons. Donc vraiment, c'est double impact pour le gros poisson. Donc il y a vraiment une histoire d'accumulation. Donc, sans doute que pour les antibiotiques, c'est la même chose. En tout cas, pour les métaux lourds, Ah, la euh, question, tu sais, la question du poisson est importante parce qu'on sait que l'iode est un protecteur pour les perturbateurs endocriniens et que donc, bah, il faut leur conseiller de bouffer du poisson. Mais bon, voilà. oui, du coup, par rapport à ces polluants, on recommande déjà de varier les types de poissons et de consommer plutôt des petits poissons. Parce qu'on recommande aussi le saumon pour les oméga 3, mais pareil, il ne faut pas oublier, par exemple, le maquereau ou les sardines. Voilà. En tout Et- cas, l'idée, c'est un peu triste à dire, mais il faut varier les poissons pour varier les polluants. Bon, voilà. Parce qu'après, en parallèle, le TNNS, il recommande de manger, en tout cas actuellement, 2 fois du poisson par semaine, dont une fois du poisson gras. Donc ça reste quand même dans les recommandations actuellement, en tout cas. Même si, voilà, on peut toujours s'en passer aussi. On peut avoir une alimentation équilibrée sans poisson, c'est possible aussi. Si, Léa. Juste Laurence, je ne sais pas si vous avez vu, mais qui disait qu'elle était en train d'adhérer à un groupe de travail de la CISA sur les ordonnances vertes, donc visiblement autour de Cadillac. Ok, Il va y super, avoir en tout cas un nouveau point à mettre. trop bien. Et ce qui est bien, parce qu'on voit bien qu'il y a un énorme trou dans l'ancienne Aquitaine. Bon, surtout quand on voit le truc du Blayais, on se dit, putain, il ferait bien de faire des paniers bleus. Et voilà. Il y a peut-être des questions dans la salle, même Elodie, hein, si tu as des questions, pas sage-femme, mais tu as le droit de poser des questions. Non, bah alors c'est super intéressant, mais quand je travaillais à l'hôpital, j'avais suivi à la maternité. Enfin, j'étais pas enceinte, mais c'est parce que je travaillais là-bas, où on avait une sensibilisation en fait sur tous les perturbateurs endocriniens, et du coup c'était super intéressant. Et on avait eu plein de petites fiches mémo avec les logos qui étaient bien à voir sur les cosmétiques, voilà, et ça c'était plutôt pas mal. Et ouais, je suis contente qu'il y ait les ordonnances vertes, je ne connaissais absolument pas. Et je trouve ça super. Donc voilà. Je peux pas les prescrire,
Mais en tout cas, je peux dire aux professionnels de santé et aux sages-femmes que je connais que ça existe. Super. Oui, oui, de toute façon, c'est comme ça que ça marche aussi. Plus il y a de monde au courant, mieux c'est. Donc voilà. Et puis maintenant, du coup, il y a vraiment des communes, en tout cas des territoires qui l'ont mis en place et qui peuvent témoigner de leur expérience. Donc, et vraiment, ça marche bien. Le plus ancien sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est Grand Angoulême, l'agglo d'Angoulême. Et donc, voilà, ça marche vraiment bien. Et il y a plein de petites communes aussi qui se lancent, sachant que du coup, pour les petites communes, je voyais des élus encore cette semaine qui disaient que niveau économique, il y avait vraiment aucun souci, parce que du coup, ça représente moins de femmes, mais donc voilà, c'était vraiment viable, quoi. Ouais. Et dernier petit point, ouais, on avait fait un MOOC en inter-URPS autour de ça. Il y avait pas mal de monde, il y avait Artemis, il y avait tout le monde. On avait fait un grand topo là à la région. Mais bon. Mais oui, il y a ce MOOC santé environnementale qui existe et qui est très complet, donc qui mérite d'être vu. On peut piocher aussi en fonction des thématiques, ce qu'on veut creuser. Donc, Après, oui, ouais, ça dépend aussi du temps qu'on peut accorder, etc. tout à fait, tout à fait. Le webinaire d'aujourd'hui était pour stimuler d'ailleurs un petit peu tout ça, pour revoir d'une manière assez synthétique, parce que bon, on n'a pas beaucoup de temps, on a tous nos consultations qui reprennent après. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, les sages-femmes sont prêtes. Super, merci beaucoup Léa. C'était très très bien. On va le mettre sur le site. Donc mes collègues, si vous pouvez le transmettre à vos propres collègues, si elles veulent voir cette réunion, elle sera